Madame la représentante du ministère de la Culture, chère Valérie Vattier, monsieur le représentant de Francia, cher Renaud Vedel, qui nous suit à distance, je crois. Oui, voilà. D'accord. Madame et monsieur les représentants du Conseil européen des architectes, monsieur le fondateur de cette magnifique école d'Island City, cher David Tawit-Chtiwi, qui malheureusement ne nous entend pas. Mesdames et messieurs, je voulais vous dire à quel point j'étais particulièrement honoré et heureux d'accueillir et d'ouvrir finalement cet après-midi d'études. Je voulais tout d'abord rapidement féliciter les organisateurs, Pascal Terracol, David Serrero, mais également tous ceux qui, dans les équipes, se sont activés dans l'équipe informatique, audiovisuelle, communication de l'école, ou dans les autres écoles ou facultés à l'étranger. D'une part, faire part d'un intérêt très personnel pour l'intelligence artificielle que connaissent ceux qui ont déjà eu l'occasion de m'entendre dans certaines ouvertures de colloques. Puisque il y a au siècle dernier, en fait, lorsque je passais mon diplôme d'état mon BDPLG en architecture, je suivais simultanément un DEA qui portait simultanément sur les questions de topologie et sur les questions d'intelligence artificielle autour de deux enseignants, professeurs fondateurs, d'un côté Jean Françon et de l'autre côté Monsieur Dufour, Jacques Dufour. Et en fait, le fait qu'on travaille en même temps sur l'architecture, la topologie, l'intelligence artificielle, mais alors à l'époque c'était vraiment très théorique, et en même temps avec des applications sur des modèles de simulation de croissance des plantes. Alors, le retour est vraiment très, très pénible. On peut éviter le retour ou pas? Non, parce qu'on en a besoin pour... Ok. On a fait pour le mieux là-dessus. D'accord. Qu'on travaille simultanément, donc je disais, sur l'architecture, la topologie et l'intelligence artificielle, et en même temps sur des simulations de plantes, quand on sait aujourd'hui le rôle qu'elles ont dans finalement la lutte contre le réchauffement climatique, me semblait avoir vraiment du sens. C'est un sens qui n'a jamais perdu de son intérêt à mes yeux. Et depuis 2008, je tiens une rubrique, ou en tout cas une revue quasiment quotidienne quasiment quotidienne de tout ce qui se publie en intelligence artificielle, alors dans des revues peut-être pas tout à fait spécialisées, mais en tout cas de vulgarisation. Et surtout, c'est l'intérêt pour l'école de cette journée, école qui s'inscrit et qui cherche à s'inscrire davantage dans un écosystème que j'essaye d'encourager autant que je le peux en tant que directeur. D'un côté, le séminaire porté par Pascal Terracol et David Serrero en cycle master, l'axe de recherche porté par l'EFCO, toujours porté par ces deux enseignants-chercheurs, notre insertion dans Cap Digital, un pôle de compétitivité qui, je crois, interviendra cet après-midi, sauf erreur de ma part. Je salue également son représentant s'il est déjà là. Et nous portons un partenariat avec une école consacrée à l'intelligence artificielle, dont le fondateur est Tawit-Chtiwi, donc Advanced City, et avec un projet de chaire qui a déjà été présenté notamment à Valérie Vattier dans le cadre de la dernière campagne d'habilitation et de labellisation des chaires, donc architecture et intelligence, à côté de deux autres chaires qui sont la chaire architecture, design et santé et la chaire logement de demain. Alors l'IA aujourd'hui c'est considéré comme une nouvelle révolution industrielle, mais également cognitive. Certains l'appellent troisième révolution, d'autres quatrième révolution. Après la première qui était autour de la question de la vapeur, des énergies fossiles. La deuxième autour de la question de l'énergie électrique, mais toujours portée par des énergies fossiles. La troisième autour de l'électronique et de la technologie de l'information, toujours dans un monde d'énergie fossile. Et la quatrième, sans doute en cours, qui est celle autour de l'IA et des énergies décarbonées. Alors Jérémy Rifkin, que vous connaissez sans doute, dans son ouvrage « La troisième révolution industrielle », considère, et je pense que c'est ce qui fonde finalement notre intérêt à cette intersection dans une école d'architecture, c'est que les grandes révolutions économiques de l'histoire se produisent quand de nouvelles technologies de communication convergent avec de nouveaux systèmes d'énergie.
Et pour moi, finalement, les personnes qui s'occupent d'espace et d'architecture ou de ville sont peut-être à l'intersection de ces problématiques. Klaus Schwab, pour sa part, le 23 janvier 2019, qui est président du Forum économique mondial, et 5 minutes, avait aussi appelé ou décrit cette quatrième révolution industrielle qui reposait sur plusieurs piliers: la transition numérique, l'intégration, la smartisation, où il expliquait que l'IA transforme les plateformes de données en systèmes intelligents qui détermineront chaque aspect de la vie, comme la santé, l'éducation, les transports, pour n'en nommer que quelques-uns. La virtualisation et la désignation. Et donc, dans son livre « La quatrième révolution industrielle », il décrit la fusion des mondes physiques, numériques et biologiques qui est permise ou mise en œuvre par ces nouvelles technologies. Alors, je vais aller très vite sur les dernières avancées de l'IA parce que ça sera sans doute le cœur des débats de cet après-midi. Vous connaissez les avancées sur la traduction textuelle ou vocale qui ont été extrêmement rapides ces dernières années, les transcriptions automatiques des textes, la progression dans le domaine de la vision, des IA conversationnelles, c'est-à-dire aujourd'hui dans la dernière conférence mondiale NVIDIA 2021, finalement, au bout d'1 heure d'enregistrement de la voix de quelqu'un, on pouvait recréer complètement une IA conversationnelle. La gestion des flux de documents dans les entreprises, notamment. Et également, vous le savez, et ça a été démontré notamment à l'occasion de la crise du Covid, c'est qu'aujourd'hui, le rythme de production des publications scientifiques est tel que plus personne n'arrive à suivre, en fait. Et donc, il faut aujourd'hui des IA pour finalement compiler, indexer, voire résumer ces productions. Et donc ça a vraiment été démontré, cet intérêt, notamment dans toute la crise que nous venons de traverser. Et finalement, en quelque sorte, nous n'arrivons plus à gérer seul le flux d'informations et de connaissances que nous générons. Dans le domaine de la biologie, c'est désormais, on sait prédire ou finalement avoir une prédiction de toutes les interactions entre les protéines. Ça, c'est les derniers développements des dernières semaines. Ça pose des questions sur la connaissance et même dans les universités, c'est-à-dire si un texte est aujourd'hui écrit à 49% par une intelligence artificielle et les 51% restants par un humain, est-ce qu'on est dans une production originale ou pas ? Puis bien évidemment, se pose la question du risque. Celle de la surveillance de masse, vous le savez, avec la question de la reconnaissance faciale. Et là, les dernières semaines ou les derniers mois sont expérimentés dans des prisons américaines des IA qui écoutent en permanence toutes les conversations téléphoniques et qui finalement les indexent, réagissent dès qu'il y a un mot-clé qui apparaît dans la conversation. Et donc ça, c'est pour lutter contre la criminalité organisée depuis les prisons. Mais en fait, on a une extension de ce dispositif et finalement qui écoute en permanence les conversations entre les personnes avec leur famille. Et parfois, on dévie. Quand le mot Covid est prononcé, c'est indexé. Et donc, on voit bien que dès qu'on a un dispositif qui rentre dans le domaine de la sécurité, il finit par percoler dans l'ensemble de la société. Alors, comme le temps avance, je vais peut-être m'orienter vers ma conclusion. Il y a un risque quand même, vous le savez, en matière d'IA. De son, je crois. Mais c'est pas grave, ça doit être. Okay. C'est pour la diffusion sur YouTube, ça doit être OK en fait. Il y a un risque pointé finalement par Yuval Hariri que vous connaissez, qui finalement considère que le risque de voir pirater les humains par une intelligence artificielle, s'il n'y a pas de réglementation à l'échelle mondiale, est un risque qu'on peut considérer, sinon réel. Et il explique: pirater un être humain, c'est apprendre à connaître cette personne mieux qu'elle ne se connaît elle-même et utiliser cette base pour la manipuler de plus en plus, notamment à partir des algorithmes de recommandation. Et donc, finalement, l'IA a plusieurs versants qu'il nous appartient de considérer. Et aujourd'hui, dans les objectifs de l'État, en 2025, il y a 3 grands objectifs. Ça sera sans doute
décrit par le représentant de Francia, c'est faire monter la France en compétences en développant des offres de formation transversales, faire du pays un leader dans le domaine de l'IA embarqué, de l'IA frugale, en matière de consommation d'énergie notamment, et l'IA de confiance, et enfin accélérer l'IA dans l'économie. C'est 9 minutes ça ? Non, j'ai fini. Okay. Pour nos écoles, finalement, nous intéresser à l'IA, école d'architecture, c'est nous intéresser à la conception, bien sûr, c'est nous intéresser à la question des jumeaux numériques dans l'industrie et le bâtiment. Aujourd'hui, par exemple, le dernier jumeau numérique développé par Porsche peut prédire quand une voiture aura besoin d'un entretien, avant même que finalement les tableaux de bord de la voiture elle-même le manifestent. On connaît la plateforme Omniverse de NVIDIA qui unifie finalement l'intelligence artificielle, les plateformes, la modélisation 3D, la simulation, l'animation. Et NVIDIA vient d'annoncer Omniverse Replicator, qui est un outil axé sur la création des jumeaux numériques. Je crois que les écoles d'architecture ne peuvent pas ne pas s'intéresser à cette question-là. Donc pour conclure mon propos, nous sommes d'un côté face à un monde marqué par l'épuisement des ressources, l'effondrement écologique, de la biodiversité, le dérèglement climatique d'une part, et d'autre part, un monde finalement organisé par l'émergence de la blockchain, des technologies FTC, donc, qui permettent les crypto-monnaies, le BIM, les jumeaux numériques, l'IA, le métaverse, dans lequel viennent s'engouffrer les grands opérateurs du numérique. Et tout ça constitue une véritable révolution dans laquelle nous sommes engagés à vive allure. Et ces deux problématiques, numérique adossée à l'IA et écologie, peuvent avoir des trajectoires soit opposées ou concurrentes, notamment en matière de ressources et d'énergie, vous le savez. On peut évidemment envisager d'avoir la tête dans le métaverse en arpentant quelque temps encore une terre devenue inhabitable. Ou à l'inverse, on peut mobiliser l'une et l'autre, et l'une au profit de l'autre, notamment pour une meilleure gestion du monde matériel, et notamment des ressources et de l'énergie. Et nous pouvons ou nous engager dans un monde totalement dystopique et considérer qu'avec les progrès de l'éthologie animale et de la connaissance du microbiote qui nous fait vivre d'une part, et l'intelligence artificielle d'autre part, nous sommes sur le point d'une nouvelle connaissance de ce que l'être humain veut dire, ce que j'ai pu à un moment donné appeler l'humain comme holobionte augmenté par des systèmes sociotechniques. Dystopie ou renaissance, faisons le pari engagé et lucide d'une nouvelle renaissance. Et la prospective, pour reprendre une description de la prospective selon Gaston Berger, qui est philosophe et en même temps créateur d'une école d'ingénieurs, l'INSA de Lyon, pour lui, la prospective, c'est voir loin, voir large, voir profond, penser à l'humanité et prendre des risques. Je formule le vœu que cette journée d'études y contribue. Et je voulais vous souhaiter une excellente après-midi.